This is episode number 5 with Ellen Kocher. Welcome to Currently Wearing Presents. I am Miriam, a lifestyle blogger living in Switzerland. I believe that mindfulness, awareness, and gratitude are 3 keys to a happy and fulfilled life. Each week, we introduce you to inspiring people from Switzerland and abroad, and we hope that their thoughts will open your mind and change your life. Today, Currently Wearing Presents Ellen Kocher, a certified health coach who works with individuals and with groups. Ellen coaches in physical activities, sleep, and mindfulness. She has a holistic approach focusing on the whole well-being, and we will talk about her coaching methods as well as new training programs that she's launching right now. And even if you are busy and can't attend any courses during the week, you can participate in her weekend retreat, but we will get to that. So, without further ado, here is Ellen Kocher. Hi Ellen, how are you? Good morning, Miriam. Very well here, thank you. Can you tell us something about your work? What makes your approach different? I'd be happy to tell you about my work. I am a certified health coach. I work with individuals and with groups. I coach in nutrition, physical activities, sleep, and mindfulness. And I'd say there are 3 things that differentiate my approach to others. First of all, my experience and my story. My personal story is that about 16 years ago, I changed my life through lifestyle. Food, exercise, and sleep. I lost about 20 kilos, which I've maintained over the past 16 years, which is something that I can really understand when people come to me with health and lifestyle issues. That's number 1. Number 2, I have a very holistic approach. Holistic, people often wonder what that means, but I actually don't focus just on one thing, being nutrition or activity or sleep. In fact, I've created a model which is a Swiss watch, and I think of our well-being as a watch where we have different gears. One gear being nutrition, one being mindfulness, one being physical activity, and one being sleep or recovery. And the way I see it, these gears work separately, and each one needs to be in order like a watch. But if one of them is off, the watch doesn't work. So I really like to think of this holistic approach as needing to look at all of the various gears of our well-being. And not only do we have to make sure that the gears are in shape, but every once in a while we have to change the battery and we have to wind it up. So that's the second thing, is my holistic approach to my coaching practice. And the third thing is that I don't work to teach people. I work with people to change their behavior, to go from knowing what to do to actually doing it. Maintenant, en français, je vais expliquer ce que je fais comme travail et comment mon travail se différencie d'autres dans mon domaine. Donc, je suis coach en santé holistique. Je travaille essentiellement avec des organisations, des professionnels et des individus à la recherche d'une hygiène de vie meilleure. Je pense qu'il y a 3 choses qui me différencient d'autres personnes qui travaillent dans mon milieu. Le premier, c'est mon histoire personnelle. C'est qu'il y a plus de 15 ans, j'ai changé d'hygiène de vie, j'ai changé ma manière de manger, de bouger et de m'occuper de moi-même. Donc, je comprends absolument et pleinement les personnes qui s'adressent à moi avec ces soucis. La deuxième chose qui me différencie des autres, c'est mon approche réellement holistique. Souvent, les gens se posent la question par rapport à ce que ça veut dire la santé holistique. J'aime bien utiliser un modèle ou une illustration en forme de montre suisse, on va dire. Et cette montre a plusieurs roues. Chaque roue étant une partie de notre hygiène de vie, notre bien-être. On va dire par exemple une roue pour la nutrition, une roue pour l'activité physique, une pour la récupération et le sommeil, et une pour la pleine conscience. Chaque roue doit en elle fonctionner bien, mais mieux l'ensemble doit fonctionner. Et s'il y a une roue qui ne fonctionne pas, il y a la montre qui tourne plus. Et puis, il n'y a pas
que les roues qui doivent fonctionner, mais de temps en temps, il faut changer la pile et de temps en temps, il faut remonter la montre. Donc, cette illustration d'une montre est très jolie et ça exprime bien la nature holistique du travail que je fournis. La troisième chose qui me différencie, je pense, de mes collègues ou d'autres personnes qui travaillent dans ce milieu, c'est que je travaille réellement avec les gens, non pas pour leur apprendre quoi faire, mais comment le faire. C'est-à-dire de passer du stade « je sais quoi faire » au stade « je le fais réellement ». So, Ellen, how can one reach balance between work and private life, and can mindfulness help? It's a very interesting question, Miriam. Work-life balance. I think that to start with work-life balance, we have to actually ignore work and life, and we have to go into ourselves. It's about personal balance. And if we come back to our watch, it's about having all of those gears in order. And I believe that one needs to start with one's physical being, because before you even start looking at things like stress and energy, you need to actually feel good. You need to actually feel empowered in your body and in yourself. So I think that we need to start with our personal physical balance, and then we can move forward, and that will automatically balance out our person, both at work and at home. I don't think that needs to be separated. A good example might be if you're feeling really stressed, maybe you're overtired, and maybe you need to focus on your sleep. So once you get your sleep in order, actually you might have more energy for work and get things done earlier and be home sooner. That's just a very simple example. Coming to mindfulness, I think mindfulness is absolutely, and without a discussion, the very first, if we take the 4 essential gears we now know by heart, because mindfulness is about stopping in our tracks. It's about taking a pause to actually observe how we feel without judgment, but to observe. And you can imagine in my sleep example, that would be stopping to actually say, what's going on here? Why am I tired? Why am I not feeling well? Just that stop in and of itself raises our awareness and allows us to start acting. So mindfulness for me is first and foremost of the gears. Il faut d'abord se concentrer sur soi-même, sur son être, sur son bien-être personnel. Une fois qu'on a un équilibre dans notre corps, et je crois réellement que ça doit commencer par le corps, parce que si on se sent bien et on n'est pas bien, on n'a pas confiance, on n'est juste pas épanoui, on ne peut pas avoir d'équilibre ailleurs. Donc cet équilibre commence en soi, dans sa personne, son hygiène de vie et son soin de soi. En ce qui concerne la pleine conscience, pour moi, sur les fameuses roues de la montre dont on a déjà parlé, la première roue, pour moi, d'importance, c'est la roue de la pleine conscience. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est, mais je peux le résumer en 1 ou 2 mots. Juste le fait de s'arrêter, de poser, pour se poser la question, pour prendre conscience de ce qui se passe. Je prends un exemple, un manque d'énergie ou un manque de rigueur dans sa vie, au quotidien. Si on s'arrête et on se pose la question, peut-être qu'on manque de sommeil, peut-être qu'il faut rééquilibrer ce sommeil. Et une fois que ce sommeil, ce repos est rééquilibré, automatiquement il aura un effet sur la vie professionnelle et sur la vie personnelle. Donc voilà. I find that everyone is talking about mindfulness, and a lot of my friends listen to Deepak Chopra, or they watch Oprah or Marianne Williamson and so on. But in effect, when the reality hits and they're stressed or they're under pressure, they're not mindful. So what would you recommend? Because it's really, sometimes I look at them and I'm thinking, but you're listening to this person or you're reading that book, but you're not mindful when you need it the most. I would answer with 3 words, actually. Practice, practice,
practice. It's a process. It's not a destination. And I think that sometimes there is confusion between mindfulness and meditation, what Deepak Chopra might be doing and what these people might be doing. And it's absolutely an expression of mindfulness, meditation. Absolutely. But one can be very mindful without ever meditating. I could take the example of mindful eating. Good example, mindful eating. What that means is that before I eat, through practice, I consistently ask myself, am I hungry? Before eating, I do a quick scan. How hungry am I? And after eating, again, the pause and the quick scan. How do I feel? Do I feel good? Do I feel too full? And then I learn from the experience without judgment. Working in this way becomes a habit. So it's not a question of from time to time I'm mindful. It's a process. It's a growth, and it's not a destination. And once again, I think we have to make a clear distinction between mindfulness, mindful living, mindful eating, mindful sleeping, mindful activity, mindful relationships, and meditation, which can be a means for becoming more mindful or not. Does that make sense to Miriam? Yes, it does. So in the way you explain that, I'm wondering, does it mean that mindfulness is above meditation? Like meditation is just one piece? Yes, I would say so. Absolutely. I would put the umbrella would be mindfulness, and under that umbrella, we can choose different parts of our life to be more or less mindful in. Meditation is a mindful practice among many. Je pense qu'il y a une petite confusion qui se fait de temps en temps entre ce qu'on appelle la pleine conscience et ce qu'on appelle la méditation. Donc la pleine conscience est réellement cette habitude qui demande de la pratique. Je répète parce que vous m'avez demandé comment est-ce que on fait pour devenir de plus en plus mindful ou de plus en pleine conscience. Je pense que la pleine conscience est réellement comme un parapluie sous lequel on a plusieurs pratiques. On peut prendre la méditation est une forme de pleine conscience, mais on peut aussi manger en pleine conscience. Je donne un exemple du manger en pleine conscience où on prend l'habitude de toujours se poser la question avant de manger, ai-je faim? Pourquoi je mange? Pour combien ai-je faim? Et après avoir mangé, je me repose la question à travers une pratique, comment je me sens. Et si je me sens mieux ou pire, j'apprends de l'expérience sans jugement pour que la prochaine fois, j'agis différemment. Do you believe that people can change their lives if they change their thoughts? Oh, I totally believe that people can change their lives if they change their thoughts. In fact, it's quite interesting because this year I've created a new partnership with Laurent Cordaillat, who is a specialist in positive attitude. What I've noticed in the 15 years of coaching that I've been doing, it's very often attitude that blocks people from going forward. And I can take a concrete example here. Someone who says, oh, I'm not an athlete. I can't do any sports. I'm not a sporty person. Therefore, they absolutely don't seek out things to do that might be interesting, like, I don't know, let's just say dancing or yoga or walking in the woods. They don't seek it out because, remember, they're not athletic. If we can turn that message around them saying, whatever I do to move my body will help me with my decisions, my food, my hormones, my vibrant life, it deblocks. And then they can start seeking out things that actually give them pleasure that will enhance their life. So working with Laurent, we work together. And interestingly enough, he is specialized in positive attitude. He's written a book called The Alchemy of Positive Attitude. And what blocks him in people getting positive attitude is often the way they feel.
they feel too fat, they don't feel energetic, they don't feel well in their skin and their bodies. So I actually deblock people that are moving toward positive attitude, and he deblocks people for me bringing in that positive attitude, because the thoughts do lead to the actions. This is the partnership that we're working on this year, and we're going to be working on training programs that we're promoting together. Oui. Alors l'attitude, il a un énorme impact sur nos actions. On le voit clairement, d'ailleurs, tellement clairement. C'est quelque chose qui bloque souvent les gens qui viennent, qui s'adressent à moi, qui viennent chez moi. Ça bloque souvent entre je sais quoi faire et je le fais réellement. Je peux prendre un exemple d'une attitude par rapport à l'activité physique, par exemple. Quelqu'un qui dit « Ah non, moi je fais pas d'activité physique parce que je ne suis pas sportif. Je suis pas sportif, donc on voit ce qui se passe. Cette personne, elle n'est pas du tout à la recherche d'une activité plaisante. Elle ne cherche pas à marcher dans la forêt, à peut-être danser avec des amis, à peut-être faire du paddle sur le lac. Elle ne cherche pas parce qu'elle n'est pas sportive. Mais si elle tourne son attitude vers une attitude plutôt positive, qui dit plutôt chaque chose que je fais pour faire bouger mon corps ne peut que m'aider au niveau de mon sommeil, de mon quotidien, de mon équilibre, de mon énergie. Et tout ce que je fais, aussi petit soit-il, m'aidera à vivre ma vie épanouie. Donc souvent, comme je dis, c'est un blocage d'attitude. Je travaille étroitement, d'ailleurs nous lançons cet automne avec Laurent Cordaia, qui est un professionnel, qui a écrit un livre qui s'appelle L'alchimie de l'attitude positive. Et chez Laurent, donc Laurent travaille avec des gens pour changer leur attitude. Et lui, paradoxalement, lui, il trouve souvent un blocage par rapport à l'hygiène de vie des individus. Donc, par exemple, quelqu'un qui peut pas avoir une attitude positive parce que elle se sent on va dire grosse et puis fatiguée et puis manque d'énergie, donc elle peut jamais avoir une attitude positive. Donc avec Laurent, on a cette complicité, on a créé plusieurs formations maintenant et cette synergie pour pouvoir débloquer les deux, tellement c'est important l'attitude par rapport au passage à l'action. Absolument. Bonne question. How is it, for example, with losing weight? I will give an example. After I gave birth, I really wasn't comfortable in my body, and because I put on like 15 kilos, I think even more, but I didn't watch anymore when I was growing. So I felt really fat and uncomfortable in my body. And what I decided to do, instead of following some diet, I just started eating healthy again and incorporated a green smoothie in my diet. So every morning I started drinking green smoothies that I made at home. And funnily enough, within 6-7 months, I was even skinnier than before. I mean, I'm still healthy in my body, but I lost all the weight that I didn't actually have to carry. So, and I think it was also that I changed my thoughts about my body. I just said I'm not going to feel uncomfortable and to hate my body and to hate myself because I gave birth. It's normal, and I just let the body take its time. And it worked for me. So is it something that we do with mindful eating, that we actually start thinking differently and then we start loving our body and the body reacts also differently to that? Yes, absolutely. It's an excellent example. I am absolutely against dieting. I believe diet is a 4-letter word that starts with die, D-I-E. And I believe absolutely, and congratulations, Miriam, because I believe that you have really shown what I actually teach people and coach people, which is to trust your instinct, trust your body, trust your positive thoughts. They will always bring you. We were all born with the instinct to eat right, to eat until we're full, and to stop when we've had enough, and to eat again when we are hungry. Simply, many of us have lost touch with that. I'm going to be running a retreat soon, a weekend retreat, and I've named it Changed Your Mind to Change Your Body. That's what it's called, precisely for that reason. Because when we actually start to trust our body, unfortunately today, not all of us are as fortunate as you that you had the skill set to apply it yourself.
What I do as a coach is I actually work with people through the process, giving them keys that you were able to find yourself to moving forward toward eating and thriving in your life more mindfully. Oui, je vais revenir à la pleine conscience en ce qui concerne un amaigrissement et félicitations Myriam parce que vous avez su retrouver votre instinct. Nous sommes tous nés instinctivement de manger ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait sentir bien et bien dans notre peau. Mais souvent, lors du cours d'une vie, nous perdons cet instinct. Et nous partons sur les régimes draconiens différents dans le but de maigrir. Je reviens à ceci, ce n'est pas un destin en soi, c'est un processus et on cherche un processus d'amélioration. Les régimes ou les diètes, pour moi, démarrent avec les 3 mots D-I-E, c'est die, c'est mort en français. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer à vie et ça ne peut pas durer longtemps. Donc, ce que vous avez pu faire, c'est de retrouver votre instinct et instinctivement ce qui vous convient. Et quand on apprend par la pleine conscience à se poser la question avant, pendant et après manger, comment je me sens? Comment cet aliment, ce repas ou cette journée m'a fait sentir? C'est pas une question d'un bon comportement. C'est un bon sentiment qu'on cherche. Et malheureusement, les régimes sont plutôt figés sur les comportements. Il faut agir comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que si on s'écoute, on trouve nos propres règles qui durent automatiquement à vie parce que c'est notre instinct personnel. As we're talking about mindfulness, that reminds me of something. Every time I start practicing, I break up with my current partner. I'm sure it will not happen with my husband right now, but I find that the more you practice and the more you meditate and then you become more mindful, you realize that probably you're doing something which is not good for you, or you start seeing certain habits that you have, like being in a toxic relationships and so on. So sometimes maybe people don't want to become mindful because they know they will have to make some changes in their lives that may not be so comfortable. Do you think that it's possible that people are scared to become more mindful? Yes, one of the things that I always discuss with a person when they want to work with me from the beginning is, are they ready for change? And you're absolutely right, because though I prone well-being and physical well-being being the starting point, and again, just a reminder, physical well-being, I relate it to mindfulness, nutrition, activity, and sleep, everything that helps our body to feel better. But we need to go beyond that, because well-being also includes emotional well-being, intellectual well-being, spiritual well-being, and you cannot, and again, we're just adding gears to our watch, aren't we? A watch with more and more gears. We need every once in a while to change the battery. I said that earlier. We need every once in a while to rewind our watch. And it can be scary, but I do believe it is the most fulfilling thing that one can do, because change, and that is what I work on, is changing behavior so that people can live their vibrant lives. Effectivement, une des premières questions que je pose aux personnes qui viennent vers moi, c'est est-ce qu'ils sont prêts au changement? Je pose des questions par rapport au changement de vie et par rapport aux changements généraux. Maintenant, souvent, les gens disent oui, je suis prête à changer, comme on a dit, par rapport à l'activité physique, la personne physique, l'activité physique, le sommeil, la nutrition, la pleine conscience, ça fait un peu peur, mais on veut bien essayer. Mais il faut aller au-delà, parce que notre montre, elle est pleine de roues, et ces roues comprennent au-delà du corps physique. On a le bien-être émotionnel, le bien-être intellectuel, le bien-être spirituel. Et encore une fois,
ils n'ont pas moins d'importance que les roues du bien-être physique, ils en font partie pour un épanouissement total. Donc cette préparation au changement, oui, ça peut faire peur, mais sans ce changement, on est bloqué et on n'a pas notre vie épanouie, tout simplement. I see a lot of cases, and also it was my case, where I started practicing yoga or meditate, or I went on retreats, and when I came back I felt like I don't understand my partner anymore, and he didn't understand me either. And it's often that case that not both parts in the couple start practicing or want to become more mindful. It's only one part, either the man or the woman, or it depends if it's woman and woman, then one of the couple doesn't matter. But how can we approach it when you feel like you need to practice more, meditate more, you feel you want to be more mindful, but your partner doesn't feel like that at all? Can you still stay together, or is it more natural that you break up because you both start thinking and feeling differently? It's a very good question, and once again, I'd like to bring mindfulness to the realm of practical, everyday living. Mindfulness, once again, is about stopping, raising your awareness, and getting curious without judgment, whatever situation you are confronted with. And I'd like to take an everyday relationship type situation. You're about to have a fight because your husband or your son or your coworker did something that you really don't like. Without mindfulness, you react immediately and rapidly, and you yell at them and scream at them. And what does this do for the problem at hand, and what does this do for the relationship? Let's add mindfulness to that same situation. Really angry with my son because he smashed in my car. I take one deep breath, takes 2 seconds. Mind, body, heart scan, another 2 seconds. Rather than reacting, I now respond. And I answer in my calm fashion, whatever I might answer. It just gives me that space to respond rather than reacting. I would venture to guess that no matter what that person in front of you is practicing or doing in terms of mindfulness, that relationship is enhanced because you are more mindful. Everybody's watch works at a different speed, at a different time, at a different rate. If you feel that the people you are with are inhibiting your personal momentum, yes, I do think it is worth asking questions about the future of that relationship. But the more you are mindful, the more you will enhance every relationship in your life, including relationships to things like food, exercise, sleep, people, your work. Encore une fois, la pleine conscience doit être considérée comme une pratique, mais au quotidien. J'aimerais le sortir de ce sphère de nuages où les gens pensent que c'est de la méditation et que c'est de la pure aume dans notre vie. Donc prenons une situation tout à fait pragmatique et pratique de tous les jours au quotidien, où une pratique de pleine conscience peut nous aider dans nos relations personnelles. Une situation où le mari, le fils ou le chef au travail fait quelque chose qui nous fait monter au plafond, on est furieux. Et du coup, sans la pleine conscience, j'agis au quart de tour, je crie, je tape la table. Et puis, qu'est-ce que ça fait pour la situation pénible? Et qu'est-ce que ça fait pour la relation? Alors que quand je prends cette même situation dans une situation de pleine conscience, parfaitement simple du quotidien, mon fils m'annonce qu'il m'a cabossé la voiture, du coup, je prends une grande respiration de 2 secondes, je fais un mini-scan de la tête aux pieds en passant par le cœur, encore 2 secondes, et maintenant je réponds à mon fils. Je ne réagis pas. Je réponds. Et une réponse avec ces 2 secondes de réflexion et de pause. Et oui, c'est difficile d'apprendre, de s'entraîner, mais avec l'entraînement, on prend ce positionnement qui nous donne l'espace pour répondre et non pas pour
agir au quart de tour. Et je suis convaincue que ce positionnement personnel, que l'autre le fasse ou pas dans sa vie privée, ne peut qu'améliorer les relations, toutes nos relations. La relation qu'on a avec les personnes autour de nous, avec l'alimentation, avec l'activité physique, le sommeil, l'hygiène de vie, ce sont des relations que nous gérons. Maintenant, si on voit un décalage, que ma montre va plus vite que la montre d'une personne proche à moi, et que si ce décalage m'inhibe dans mon avancement, dans mon chemin, là on peut se poser des questions tout à fait sérieuses par rapport au bien fondé de la relation. Mais il est normal que les montres vont à d'autres vitesses et puis peuvent très bien cohabiter. And Ellen, do you have 3 universal tips that you can share with our listeners? Universal tips. Oh, goodness gracious, I have to come up with these really quickly. Well, what I'd like to do, I think, would be the most practical, is I give 4 tips, okay? And the 4 tips will be one from each gear. How does that sound? Okay, mindfulness. I think you've already learned it from now. All I would say is from now on, take a minute in various situations of your day to stop in your tracks. Ask yourself why. Just stop, take a deep breath so that you respond rather than react. That's for the mindfulness. Nutrition. Ooh, a very practical tip with nutrition. Make sure that half of your life is fruit and vegetables. Don't worry about the rest. Just push in, crowd out anything else with fruit and vegetables. And by making sure that you have half, you'll already be taking care of dozens and dozens and dozens of things. In terms of activity, in terms of physical activity, here I would actually take it from Nike. Just do it. Just do it. Don't even ask yourself. Just do it and find it. Find what works for you. And in terms of sleep, what I would do is that most of us have this habit of going through our day saying, I need to do this, and then this, and then this, and then I can sleep. So what I would say is try to turn it backwards. Try to turn it backwards. And what I mean by that is say, okay, I need to be in bed by 10. So what do I have to do in my life to make that happen, and work backwards? Because you will always get caught up and up until 11 or 12 if you're doing. By working backwards, it forces you to prioritize. Par rapport aux trucs et astuces, je pense, Myriam, que je vais donner une astuce par roue. Comme ça, les montres commencent à fonctionner un peu plus doucement. Donc la première roue de la pleine conscience. On en a assez parlé maintenant, mais je dirais par rapport à la pleine conscience, je vous demanderai juste de penser pendant la journée, à tout moment, juste de vous arrêter. Faites la pause. Et l'idée de poser une seconde pour que vos réactions deviennent des réponses dans différents domaines de la vie dont on a déjà parlé. Donc la pause, 2 secondes, respiration et répondre. Par rapport à la nutrition, c'est quelque chose de très très pragmatique. Donc simplement, assurez-vous dès maintenant que la moitié de votre vie, ça veut dire la moitié de votre frigo, la moitié de votre caddie au supermarché, la moitié de votre assiette, de votre petit déjeuner, de votre goûter, votre repas, soit fruits ou légumes. En forçant les fruits et légumes, en les rajoutant, nous n'enlevons rien, mais automatiquement, ils vont repousser d'autres choses plus loin. En faisant ça, vous allez retrouver un équilibre nutritionnel tout à fait adéquat et tout à fait instinctif, comme on en a parlé un peu plus tôt. Par rapport à l'activité physique, je pique à Nike parce que Nike le dit, just do it. Il faut le faire. Il ne faut pas se poser la question. Il n'est pas question que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de ne pas le faire. C'est ça la question. Je n'ai pas le temps de ne pas le faire. Donc tournons-le au positif et just do it. Et puis par rapport au sommeil, là, ce que je réalise, c'est que nous fonctionnons en 2017 tous un peu de la même manière, que je fais, je continue et j'ai X choses à faire avant d'aller me coucher. Et je me coucherai après en dernier. Mais moi, j'aimerais le tourner à l'envers. J'aimerais dire, mais je dois me coucher à 10 heures. Et donc, que dois-je faire à rebours
pour y arriver. Et ça va demander des changements qui s'incorporent au fur et à mesure de la journée. Mais le sommeil, et je l'ai cru quand j'avais des petits bébés tout petits, le sommeil prime même sur l'alimentation. Parce que quand on est crevé, on mange mal. Donc voilà, mes quelques petites astuces et trucs que j'espère que les personnes pourront mettre en pratique tout de suite. Ellen, what are your plans for the future? My plans for the future, I guess that we can talk about the immediate future. As I said, I am currently completing my master's degree, which is super practical because it's actually given me some wonderful new programs. This fall, I am launching, throughout the month of September, I will be giving actually a number of mindful eating awareness sessions. 2 of them are after work in the evening, one in Geneva, one in Lyon, and one of them will be a lunch and learn, very, very interesting in the greater Lake Geneva area. Second thing I'm doing is I'm launching my first webinar. This is called Empowerment Through Self-Care. Empowerment Through Self-Care will be in English. It's a webinar group coaching sessions, 8 weeks starting end of October and finishing before Christmas. Destined for women that are interested, especially professional women. It's at 12 o'clock lunchtime on a Tuesday. Close the door, grab a sandwich and join the webinar. That is going to be focusing on nutrition, mindful eating and mindful living with practical objective setting every week. And the third thing for people that don't have necessarily 8 weeks or not working, I am launching my very first Change Your Mind, Change Your Body retreat weekend, also here in the Lake Geneva area. That will be bilingual, English and French, working with experts in the field of meditation, massage, yoga, and myself giving all of the instruction and coaching in mindful eating and nutrition. Alors les projets immédiats, je vais parler des projets de cet automne. Donc comme j'ai dit, je suis en pleine étude aussi. Je suis en train de compléter mon master. Ce master qui nourrit les nouveaux programmes que je lance cet automne, tout à fait pratiquement. Là, pendant la Semaine nationale suisse du goût, je donne 3 sessions très intéressantes, prise de conscience, session découverte, mindful eating, venez. Il y en a 2 after work le soir, un à Genève, un sur Nyon. Il y a un lunch and learn du même sujet qui a lieu ici dans la région de Chavannes, aussi Lac Léman. C'est vraiment la découverte de mindful eating. Pour la première fois, je lance une série de webinaires pour des femmes professionnelles. Ça commence après les vacances d'octobre, donc fin octobre, 8 semaines, et ça termine avant Noël. Donc on peut avoir des meilleures habitudes déjà avant Noël. Et c'est un groupe coaching webinaire les mardis à midi, à l'heure de midi. Vous allez au bureau, vous fermez la porte et puis vous joignez à nous avec votre sandwich ou votre salade que vous mangerez bien entendu en pleine conscience pendant notre webinaire pour changer de comportement au niveau pleine conscience, hygiène de vie, nutrition, activité et sommeil. Encore une fois destiné aux femmes professionnels au bureau. Et pour les personnes qui n'ont pas tous les mardis à midi disponibles, nous avons créé un week-end, une retraite d'un week-end qui s'appelle Booster votre corps, booster vos pensées. Et ce week-end aura lieu en français et en anglais où nous travaillons avec des professionnels. Donc moi-même, je donnerai 8 heures de coaching et de formation structuré pendant ce week-end. Il y aura massage, méditation, yoga, pleine conscience et attitude positive avec Laurent Cordaya, une équipe de pros qui vous reçoit. Je me réjouis de vous voir. Thank you very much, Ellen. I will leave all the links under the article so you can just click and go and see, and you can learn more about Ellen as well and her work. Thank you very much. It was really interesting and I'm sure my listeners loved that. Is there something that you would like to share with them at the end? Get wealthy. Thank you everyone for listening. I hope you like this interview. If you like our show, subscribe to our channel so that we can inspire more people together.